Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire, qui a notamment pour principal sujet le Covid-19 et surtout savoir avoir des informations sur les attaques qui se succèdent, et on va mettre en avant comment se protéger. Voilà, donc je vais laisser dans un premier temps Loïc se présenter. Donc, bonjour à tous. Loïc, j'ai déjà animé le webinaire de la semaine dernière pour les personnes qui étaient présentes et je suis chargé marketing et communication chez Kiwi depuis 2 ans et demi maintenant. Très bien. Très bien. Et donc, moi-même, donc Stéphanie Meyer, je suis directrice commerciale chez Kiwi Backup. Je suis donc dans la société depuis bientôt 10 ans. Fin d'année, au mois d'octobre, ça fera 10 ans. Voilà, et donc je suis votre interlocutrice pour toute la partie commerciale, pour ouvrir les espaces de démo et puis également, bien sûr, l'interface entre, on va dire, l'équipe, les clients, les partenaires et l'équipe interne. Voilà. Si vous pouvez nous faire un petit retour, éventuellement nous assurer que vous nous entendez bien et que vous visualisez bien l'écran également, ce serait intéressant. Pareil pour les webcams au niveau du réseau qui est un peu lent chez nous. Oui, moi j'ai d'ailleurs eu un message indiquant que la connexion n'est pas géniale. Donc, si à un moment, il va falloir qu'on coupe la webcam, ne vous étonnez pas. Bon, j'ai eu donc image un peu floue de Dominique Tourelle, sinon le reste, tout le monde me dit que c'est bon et que c'est OK. Donc, D'accord. Et donc, bienvenue à l'île de la Réunion. Merci pour votre participation. Voilà, donc je vous propose de commencer donc ce nouveau webinaire. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est simplement voilà, un petit rappel de ce que c'est le télétravail. Donc, d'après un site qui s'appelle télétravailler.fr, pardon. Le télétravail, ça désigne une organisation de travail qui permet d'exercer son activité en dehors de locaux de la société, de son employeur ou de son client. Tout ceci en mettant en place des technologies de l'information et de la communication. Et donc le télétravail peut soit si c'est préparé, s'exercer à domicile ou sinon par exemple des espaces de coworking. Voilà. Donc le télétravail bien sûr n'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle organisation. Ce qui aujourd'hui est principalement nouveau, c'est le contexte dans lequel il se déroule. Donc on a été contraint de mettre en place cette organisation souvent au domicile des employés et surtout de manière durable. C'est ça qui est très important et c'est vraiment ça la grande différence. Donc dans la majorité des cas, les entreprises sont accompagnées de leurs partenaires pour mettre en place les différents outils de synchronisation, pour pouvoir partager des dossiers, de planification de réunions en interne, mais également avec les clients, de gestion de projet, enfin vraiment tout un ensemble d'outils qui sont mis pour favoriser en fait le bon déroulement du télétravail. Voilà. Nous, on aurait tout simplement deux petites questions à vous poser en amont. C'est savoir, bien sûr, tout ça dans un souci de sécurité, hein, bien entendu. C'est ce que l'on va avoir ensemble. Et donc, on se pose tout simplement deux petites questions, savoir comment se passe cette période dans votre entreprise, si vous êtes TPE, PME, grand compte, savoir si votre activité est toujours en place, savoir au niveau des partenaires informatiques, des prestataires, des éditeurs, savoir si les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont toujours actives ou si elles ont stoppé leur activité, et savoir un petit peu quel est l'impact. Si vous pouvez nous répondre éventuellement via les questions, et puis nous indiquer un petit peu voilà, de votre côté comment est-ce que vous percevez cette période, comment est-ce que ça a été mis en place, peut-être aussi en amont de la présentation, savoir comment est-ce que vous avez préparé vos clients, comment vous les avez accompagnés. En effet, si vous pouvez. On va laisser un peu de temps si jamais Si vous êtes vous en train devez écrire. d'écrire. Si vous êtes en train d'écrire. Donc ça nous a paru, donc pendant ce temps, je vais peut-être un petit peu compléter. Donc il nous a paru assez important de faire ce webinaire. C'est d'ailleurs Loïc qui en a eu l'idée la semaine dernière. Voilà, tout simplement pour connaître l'actualité, parce qu'il y a peut-être encore des personnes qui se posent des questions, et surtout de mettre en avant certaines inquiétudes, notamment concernant tout ce qui est cyberattaque.
qui, bien sûr, ne restent pas en sommeil par cette période. Alors, j'ai eu une réponse de Monsieur Pierrel, qui travaille dans un établissement de santé, donc l'activité est maximale. On imagine bien et courage à toutes les personnes qui doivent travailler dans le milieu hospitalier ou les activités vraiment de première nécessité. Et il a donc mis en place le télétravail pour toutes les activités transverses. Bien sûr, ce qui est important, oui, c'est de mettre en place tous les systèmes et puis d'un moyen absolument maximum sécurisé. Et effectivement, souvent, ouais, le problème, c'est de le mettre dans l'urgence, même si on se doutait, suite au confinement qu'il y avait eu dans les autres pays, que ça allait également arriver chez nous. Il y a quand même eu une charge de travail qui était très importante au niveau, déjà au niveau du matériel, après de tout ce qui était connexion. C'est sûr que, et bien sûr, de gérer l'inquiétude aussi des clients. Parce que ça, je pense que c'est également un élément qui est très important. Ok. Alors là, j'ai plusieurs personnes, donc de prestataires informatiques, qui me disent que leurs activités sont un petit peu en un petit peu freinées par la situation, mais que vous aidez tout le monde pour installer justement des solutions de télétravail, que ça soit vis-à-vis de la sauvegarde ou notamment d'un accès au VPN pour Monsieur Agadou. Voilà. Voilà, donc il y a aussi des entreprises au chômage partiel. Enfin voilà, on est tous impactés de près ou de loin par la situation et plus particulièrement niveau sécurité également. Ok. Très bien, merci pour ces témoignages, pour ce retour. Donc, je vous propose à présent de détailler ensemble donc le sommaire pour voir les différents points que l'on va aborder. Alors, tout d'abord, tout simplement, déjà un premier bilan, savoir un petit peu les cyberattaques qui se multiplient, quels sont les différents contextes, comment est-ce qu'on explique cette augmentation des cyberattaques, comment vous protéger. Après, il y a quand même quelques éléments positifs parce qu'il ne faut pas non plus voir tout en noir, on va dire entre guillemets. Plusieurs initiatives liées à la cybersécurité pendant cette période. Et ensuite, on va voir ensemble comment est-ce que nous, Kiwi, on est en mesure de vous accompagner au courant de cette période. Voilà, donc je vais laisser la main à Loïc pour cette première partie, et puis donc je prendrai ensuite à nouveau la main sur la présentation pour deuxième partie sur l'accompagnement de Kiwi. À tout à l'heure, merci. Alors j'ai une réponse de Monsieur Mourali qui explique que bien que l'entreprise donc intervient majoritairement à distance, ça leur arrive justement donc d'intervenir physiquement. Et donc là en plus, nous on a forcément le problème de contagion et d'essayer de prendre et de gérer donc les risques barrières. Donc c'est aussi justement un stress en plus et beaucoup de contraintes à mettre en place, utiles bien évidemment en cette période. Je vais commencer ma première partie pour aborder un peu le nombre de cyberattaques qui se multiplient actuellement depuis la crise, depuis environ mi-février. Ça, on a vu les premières augmentations, et notamment en mars, où les augmentations ont explosé. Ce qu'on va voir juste maintenant. Le premier, c'est les chiffres de Bitdefender, qui est un logiciel d'antivirus qui a vu le nombre de cyberattaques liées spécifiquement au coronavirus. Donc, c'est pas le nombre de cyberattaques totales, multiplié par 5. On passe de 1500 à 8000 attaques. Sachant que là, c'est vraiment ceux-là qui sont liés au coronavirus. Il y a également d'autres attaques qui sont répandues et qui sont aussi en augmentation depuis la période. Il faut également savoir que ce chiffre-là, c'est seulement pour la première quinzaine de mars.
la première quinzaine de mars, il n'y avait pas encore tous les pays en confinement. Maintenant, on est quand même sur 3 milliards 400 millions de personnes confinées. Donc, on peut malheureusement se douter que les chiffres sont en forte hausse. La deuxième statistique, c'est une hausse du phishing. Alors ça, c'est l'éditeur Barracuda Network qui a enregistré un bond de 667% de hausse des emails d'hameçonnage spécifiques sur le thème du Covid-19. On passe donc de 1366 phishing à 9116 en l'espace d'un mois. Sur l'ensemble des phishing que rencontre Barracuda Network, il y a seulement 2% qui sont liés au Covid-19, sachant, il faut bien le préciser, que ces 2%-là, c'est les pourcents qui sont avérés. En réalité, les pourcentages sont bien plus élevés. Les chiffres ne sont pas forcément 100% fiables à chaque fois, sachant forcément, là c'était les chiffres en mars. En avril, on peut malheureusement se douter que ça peut potentiellement augmenter. Et Barracuda Network notait un des emails de phishing qu'un client a reçu. Alors, c'était un type d'attaque qui menaçait une famille de l'infecter avec le virus. Le mail précisait que l'entreprise donc, connaissait l'adresse de la famille, les numéros de téléphone, leur trajet, et ils ont demandé à la place une rançon. Et si on payait la rançon, justement, l'entreprise enlevait l'ensemble des données et donc ne pouvait pas potentiellement l'infecter du coronavirus. Voilà, il s'adapte un peu et c'est assez déroutant comme, comme manière de faire. L'autre partie, c'est les secteurs qui sont les plus touchés pendant cette période. On a bien évidemment les services informatiques. Il y a 11 fois plus d'incidents de sécurité sur le mois de mars comparé au mois de février. Ça se comprend que forcément les services informatiques, c'est ceux-là qui sont en première ligne, qui sont plus facilement attaquables. En deuxième point, on a les services de voyage, 5,3 fois plus d'incidents de sécurité. On peut peut-être expliquer ce chiffre-là par une hausse des personnes qui contactent leur agence de voyage pour savoir comment va se passer les réservations, les annulations et les remboursements également. Et après, on finit par le commerce de détail, où là, c'est 3,8 fois plus d'attaques. Commerce de détail, c'est notamment eux qui sont en première ligne pour nous apporter des biens de première nécessité. Donc forcément aussi une aubaine pour les hackers pour faire des attaques. Et puis, si je peux me permettre également, concernant le commerce de détail, il y en a aussi un certain nombre qui ont mis en place des drives. Donc, je pense qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place et peut-être que l'aspect sécurité n'a pas été vu dans un premier temps en urgence. Voilà, je peux me En permettre. effet. Bien dit, je pense aussi aux petites entreprises comme des traiteurs ou des brasseries notamment, qui eux ont mis en place un système de livraison, mais du jour au lendemain, avec pas forcément les bonnes techniques. Souvent, les commandes se font sur Facebook via Messenger ou par mail, avec des paiements par chèque, par PayPal, ils essayent de faire au mieux, euh, sans forcément penser d'abord à la sécurité, mais plus à pouvoir continuer leur activité et livrer les personnes. Dans les types d'attaques les plus fréquentes maintenant, on a dans un premier temps le ransomware, c'est le cryptage des données, où les hackers vont nous demander une rançon, la plupart du temps en Bitcoin ou en autres crypto-monnaies comme du Litecoin par exemple, pour justement avoir la clé de décryptage. Sachant que si vous payez la rançon, c'est pas sûr du tout que l'entreprise va
vous redonner donc cette clé et va supprimer les données. L'entreprise peut bien crypter vos données, mais en plus prendre vos données et les utiliser à d'autres fins ou les diffuser dans la presse. La deuxième attaque, c'est le phishing. C'est des envois d'emails contrefaits où des hackers vont se faire passer pour une autre entreprise avec vraiment des liens sophistiqués, souvent pour aller jusqu'à un moyen de paiement et vous faire payer, que ce soit pour des impôts par exemple. Souvent, les phishing, on les remarque assez facilement. Il y a énormément de phishing qui se font et qui sont très simples à détecter. C'est par exemple, je suis une entreprise africaine, j'ai la meilleure solution pour vous, cliquez sur ce lien et vous allez gagner énormément d'argent. Alors ça, c'est une technique des hackers, justement, de mettre énormément de mails de phishing de ce type-là pour que les personnes soient moins vigilants le jour où il y a vraiment un mail de phishing qui est bien fait et bien construit de A à Z. On a ensuite le spear phishing. C'est pareil, un phishing, mais cette fois-ci, ça se base sur votre réseau personnel ou professionnel. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus crédible pour les personnes et il y a un taux de réussite, si je peux dire ça, qui est beaucoup plus important. L'autre attaque, et la dernière qui est très présente en ce moment, c'est l'attaque au président. Ça consiste à convaincre un collaborateur d'envoyer de l'argent à un tiers, souvent en se faisant passer par des organismes associatifs ou même l'État. Et cette attaque au président, elle se fait en plusieurs étapes, des fois en 1, 2, 3 semaines, le temps de mettre en confiance le collaborateur, qu'il ne se doute de rien et qui, après, effectue justement ce virement. Je regarde en même temps les questions si vous en avez, qui n'est pas le cas. Maintenant, on va passer sur quelques exemples plus parlants de cyberattaques durant cette crise de Covid-19. Une des premières attaques avérées qui a vraiment surfé sur justement l'angoisse des personnes et le Covid, c'est une application qui a été créée, un point .exe, pour télécharger le fameux dashboard de John Hopkins. Et ce dashboard-là, quand on télécharge l'exe, il nous renvoie vers un cheval de Troie qui vole notre historique de navigation, nos cookies, nos mots de passe, les crypto-monnaies, si on en a sur notre ordinateur. Sachant que cette carte-là, elle est disponible sur mobile, sur ordinateur, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir justement une carte directement sur son bureau où il y a juste à cliquer dessus et qui ne pensent pas forcément à pouvoir mettre un raccourci Internet sur son bureau. Et notamment, pour la petite explication, le cas de mon père qui m'a demandé si l'application était sûre et s'il pouvait la télécharger. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui ont voulu télécharger l'application. Autre type d'attaque, c'est au niveau de Zoom et des espaces collaboratifs pour parler, notamment au télétravail. Pour ce faire, j'ai un sondage que je vais vous lancer actuellement. Vous pouvez répondre pour savoir, vous, quel type vous utilisez. Si vous arrivez à voir le sondage. Parfait. Donc, j'ai déjà quelques réponses. Je vais attendre un petit peu pour que tout le monde vote. Voilà, donc je vais vous mettre les réponses après directement sur l'écran. Oui, et donc nous avons également un retour via les questions.
Où effectivement, il y a d'autres solutions en parallèle, bien sûr, qui sont utilisées. Là, ce sont vraiment que, on va dire, une petite sélection, notamment 3CX. Il y a également WebEx ou Jitsi, par contre, que je ne connaissais pas. Voilà, donc voilà, il y a quand même une grande majorité, effectivement, pour Skype, Ou qui, je même pense, GoToMeeting, qui est aussi à utiliser. C'est un logiciel tiers de GoToWebinar qui marche également bien. Donc on voit que notamment Skype pardon, est largement utilisé. S'ensuit ensuite Zoom, puis Google Meet et FaceTime avec le même taux. Et ça fait justement la transition avec, pardon, avec la slide sur Zoom, où Zoom est tributaire de beaucoup de cyberattaques en ce moment. Depuis le début de la crise, il y a 1700 noms de domaines qui ont été enregistrés cette année. Parmi eux, il y en a 4% qui ont été suspects. Sur 1700, c'est quand même un fort taux. Et également sur Zoom, il y a beaucoup de soucis de sécurité. On n'a pas de pas de chiffrement. On a de nombreuses failles de sécurité, notamment certaines données qui peuvent transiter. Il faut savoir que Zoom, en janvier, c'était 10 millions d'utilisateurs quotidiens. Actuellement, en mars, c'est 200 millions de personnes. On voit bien la, la hausse. Dernièrement, Zoom a réalisé une mise à jour de sécurité pour notamment enlever l'idée de l'ID de connexion qui est montré sur le partage d'écran et qui peut être également une source d'attaque. d'accord. Donc, nous avons également une précision au niveau des questions qui dit qu'apparemment, donc, il y a des dernières recommandations gouvernementales qui déconseillent d'utiliser Zoom. Donc après, Oui, bon, en effet, on donne des informations, hein, on n'est ni pro ni en contre, mais c'est vrai qu'on en a entendu pas mal parler de cette solution ces dernières semaines. voilà, Zoom, c'est notamment pratique si vous voulez faire des réunions vraiment à plusieurs. Je pense notamment voilà, des conférences si vous voulez être 20, 30 personnes, collaborateurs. C'est assez simple d'utilisation, mais justement, vu que c'est simple d'utilisation, il y a d'autres défauts derrière, dont justement tous ces défauts de sécurité. Une autre type d'attaque, c'est les mairies, qui ont été pas mal victimes de ransomware lors du coronavirus. Là, j'ai seulement mis l'exemple de Marseille, le plus probant. Marseille a été victime d'un ransomware le jour précédant les municipales. Alors, ce ransomware n'a pas impacté du tout le premier tour des municipales. Cependant, il y a eu 300 machines qui ont été touchées. Et depuis un mois, les Bouches-du-Rhône n'ont pas pu communiquer sur le nombre de cas de Covid-19, mais également sur le nombre de décès. Ils ont essayé de le faire en utilisant du papier, sauf que c'était pas forcément très fiable et les communications entre les Bouches-du-Rhône et l'ARS Santé étaient assez compliquées. C'est pour ça que vous avez eu récemment une forte hausse du nombre de cas et du nombre de décès dans la presse. C'est parce que les chiffres des Bouches-du-Rhône ont été rajoutés. Quelques autres attaques qui ont été connues durant cette période. Il y a notamment Essilor qui ont été victimes d'un ransomware. Alors, ça n'a pas trop impacté l'entreprise, vu qu'ils avaient mis en place pas mal de choses. C'est quand même à souligner. On a eu ensuite Bouygues Construction, qui ont été victimes d'une intrusion de données. Alors, c'est le groupe Maze qui a réalisé un ransomware. Et si Bouygues ne payait pas le ransomware, en plus de perdre leurs données, c'était une menace de diffuser des données dans la presse. Ce qui a été fait vu que Bouygues n'a pas payé la rançon. On parle d'une rançon à 10 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et la dernière attaque connue, c'est l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris qui ont eu une attaque qui consistait à générer beaucoup de connexions simultanées pour surcharger les serveurs. L'attaque a duré environ une petite heure
et ça a notamment bloqué l'accès aux messageries donc externes pendant 1 heure. La PHP n'a pas pu communiquer via Skype, notamment, pendant cette heure-ci. Alors, pour le coup, cette attaque, elle est, avec des gros guillemets, gentille, mais imaginons qu'une attaque de plus grande envergure se passe dans un hôpital. Déjà en temps normal, c'est catastrophique. Avec actuellement la crise qu'on vit actuellement, je n'imagine même pas les conséquences que ça peut engendrer. Et j'ai pas trop envie d'y penser d'ailleurs. Pour finir sur le nombre de cyberattaques qui se multiplient, il y a beaucoup de conséquences. Si vous avez une perte de données pour votre entreprise, on a déjà mis cette slide dans pas mal de nos webinaires, mais c'est notamment un impact sur votre activité avec des organisations des équipes, une perte de chiffre d'affaires, une baisse de productivité, en plus de l'ensemble des impacts que vous vivez déjà actuellement. Et comme j'ai dit, les impacts qui peuvent être catastrophiques pour les professionnels de santé. Deuxième partie, c'est comment on explique cette augmentation qui est assez soudaine. Ça s'explique de deux façons différentes. La première, c'est forcément les cybercriminels qui profitent de la situation. Tout d'abord, en exploitant la peur et l'incertitude, il y a beaucoup de personnes qui regardent, consultent énormément les informations en ce moment, qui veulent s'informer de la situation. Donc forcément, un petit peu moins de vigilance également, beaucoup de liens et de phishing qui peuvent être réalisés en corrélation. Et il y a la deuxième chose, c'est qu'actuellement, on est en dépendance numérique. On est tout le temps à la maison pour le télétravail, pour contacter même nos proches une fois le travail fini par Skype ou autre, prendre de leurs nouvelles. Si demain on a un arrêt de ces services-là, ça serait vraiment compliqué pour tout le monde et les cybercriminels pensent fortement que les personnes seront plus aptes à payer des rançons en cas de ransomware notamment. Et je le reprécise, si c'est dans un hôpital, ça serait totalement chaotique. La deuxième raison, c'est le télétravail. On est quasiment tous ici en télétravail et travailler de chez soi. Souvent, vu que ça a été fait dans la précipitation, on utilise un ordinateur personnel, donc avec dessus nos données personnelles, nos usages de la vie privée et pas forcément de la vie professionnelle. On utilise souvent des réseaux Wi-Fi qui sont non sécurisés. Alors actuellement, c'est pas trop forcément le cas. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de réseaux Wi-Fi non sécurisés en télétravail quand les personnes travaillent d'un café, d'un McDo, d'un espace de coworking. Là, logiquement, vous travaillez de chez vous, de votre appartement, de votre maison, mais c'est quand même un aspect à souligner. On a également des données confidentielles qui transitent de manière différente. Quand c'était dans un bureau, il y avait un canal pour transmettre les données. Là, il y en a plusieurs pour chaque télétravailleur qui doivent rejoindre l'ensemble donc des données pour bien transiter. Et la dernière chose par rapport à ça, c'est que 40% des professionnels estiment ne pas disposer des technologies nécessaires pour travailler dans des bonnes conditions et assurer une cybersécurité optimale. Cette info-là, il a été sorti avant la crise du coronavirus, sachant que beaucoup d'entreprises se sont précipitées pour mettre en place le télétravail. Je pense, j'en mettrai ma main coupée, que ce chiffre-là de 40% est maintenant beaucoup plus grand. Je regarde donc, alors il y a Claude Leloustre qui me dit par chat qu'il confirme qu'il y a justement des gros problèmes de sécurité des postes de télétravail. Merci pour la précision.
Autre chose également sur le télétravail, c'est une inattention involontaire de la part des collaborateurs. Beaucoup n'ont pas l'habitude de faire du télétravail, et du moins pas aussi longtemps. Ça entraîne souvent une non-dissociation de l'utilisation informatique pour la vie professionnelle et privée, surtout si on a seulement un ordinateur privé qu'on utilise pour le professionnel. On peut facilement switcher d'une application à l'autre. Et dans notre vie privée, on peut aller peut-être, je sais pas, sur des sites ou être moins vigilant que dans notre utilisation professionnelle. Il y a aussi une inattention involontaire sur les liens malveillants non vérifiés, avec le phishing, ou également les inattentions involontaires en cas d'installation d'applications non vérifiées. Beaucoup d'entreprises utilisent Skype. Imaginez-nous que maintenant, un collaborateur préfère utiliser par exemple Zoom, il est possible que ce collaborateur-là télécharge Zoom sur son ordinateur professionnel et l'utilise, qui n'est pas forcément optimal et très sécurisant. Et pour finir sur l'explication, c'est tout simplement la situation en elle-même. Il y a, et vous l'avez dit également dans le chat au début de ce webinaire, beaucoup d'équipes qui sont réduites suite à des arrêts de travail et ça impacte notamment les DSI, les personnes qui s'occupent de la cybersécurité. Et l'entreprise a également beaucoup de situations à gérer. L'organisation de l'équipe, le management en télétravail à distance, les aspects financiers, comment on va pouvoir reprendre l'activité une fois justement la crise passée, voir le futur. Et j'ai aussi mis que souvent, il y a les enfants à gérer quand on travaille à la maison, qui forcément nous prennent du temps et nous prennent également des moments d'inattention. On peut être moins attentif sur notre cybersécurité au niveau de notre travail. Alors j'ai Charles de Bolivier qui me dit que l'estimation elle est très basse à son avis. Alors je pense qu'il parle des 40% de personnes qui citent un mauvais entretien au niveau sur désolé, sur cette taxi, donc que les professionnels estiment ne pas disposer de technologies nécessaires. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il pense à un plus gros chiffre et j'en suis totalement d'accord. Troisième partie, cette fois-ci, c'est comment vous protéger. C'est l'aspect le plus essentiel. On a essayé, durant ce webinaire, de noter des astuces pour vous protéger rapidement. Situation de crise, on doit travailler souvent dans l'urgence et on a mis une slide pour plus travailler sur un petit peu l'après. Les premières recommandations, il n'ira jamais assez, c'est de former vos équipes. Un sondage qui date de 2018, pour ça que je ne l'ai pas mis ici, note que 60% des causes de perte de données sont liées à nos équipes, majoritairement par des actes involontaires, mais aussi par des actes volontaires. Pour ça, on vous invite à établir un guide des bonnes pratiques. Ça peut être par PDF que vous envoyez à l'ensemble des collaborateurs, mais également de réaliser des ateliers pratiques avec des mises en situation. Par exemple, si il se passe ça, ça et ça au niveau de la cybersécurité, qu'est-ce que on doit faire? Qu'est-ce que vous feriez? Et en troisième conseil, c'est de tester les capacités à repérer du phishing. Pour ça, et je mettrai à disponibilité le, le PDF de ce webinaire. Où vous pouvez cliquer, vous avez un test de phishing qui est assez bien fait, avec notamment des exemples de mails qui sont assez compliqués à détecter, rares sont les personnes qui ont un sans faute sur le test, et qui peut être sympa à faire, et aussi c'est assez amusant à se tester en équipe. Sinon, j'ai mis deux autres guides
C'est le kit de sensibilisation de cybermalveillance qui parle de pas mal de choses. Et le dernier, c'est les recommandations de la CNIL sur justement le télétravail et cette période en particulier. Vous pouvez faire d'autres mesures à mettre en place. Premièrement, c'est d'accorder seulement les accès nécessaires aux employés. J'entends souvent parler de ça. Dans beaucoup d'entreprises, les employés ont accès à l'ensemble des données de l'entreprise, les données de la compta, du bilan, du marketing, du commercial, des techniques, alors que l'employé n'a pas forcément besoin d'avoir l'ensemble de ces informations-là. Et plus un collaborateur a accès à des données, ben plus le risque justement d'avoir une faille de données, une perte de données est importante. Deuxième mesure que je vous conseille, c'est de réaliser un protocole avant de télécharger une application, notamment Skype, Zoom, etc., pour se demander si cette dernière est sécurisée. Est-ce que les bénéfices sont plus importants que les risques? Comment on peut utiliser cette application-là? Quitte à réaliser directement un guide sur une feuille Excel, par exemple, avec l'ensemble des applications qui sont autorisées dans l'entreprise, celles qui sont totalement interdites, et demander à votre employé s'il veut télécharger une application, de demander d'abord au responsable sécurité. Autre conseil, c'est d'utiliser un VPN. C'est notamment utile si vous travaillez dans des réseaux publics, pas trop le cas actuellement. Passer par des protocoles SSH, HTTPS, notamment quand vous transférez des données confidentielles. Toujours d'installer des pare-feux et un antivirus. Important est de mettre à jour les pare-feux, l'antivirus et les autres applications. Et en dernier conseil spécifique, c'est d'utiliser la double authentification pour vous connecter, que ce soit avec une clé d'authentification ou encore avec une clé sur Google Authenticator que vous pouvez mettre sur votre téléphone mobile et qui permet quand même d'avoir une sécurité en plus. On n'est jamais trop prudent par rapport à ça. On note ensuite quelques mesures pour les télétravailleurs que j'ai mis et que j'ai déjà un peu parlé avant. C'est de séparer vos usages. Si vous disposez d'équipements professionnels, j'en conçois, c'est assez tentant justement pendant notre pause ou autre de prendre notre lit professionnel et d'aller surfer sur des sites qu'on utiliserait pour la vie personnelle, mais ça peut engendrer des risques de cybersécurité. Deuxième, c'est d'appliquer les consignes de votre entreprise, ce qui est logique. Ne pas faire en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau. C'est assez logique, mais vu qu'on est dans des situations, souvent à la maison ou autre, on n'a pas les mêmes réflexes. Et dernièrement, c'est d'éviter les sites suspects. N'allez que vraiment sur des sites dont vous connaissez la provenance, dont vous êtes sûr. Si vous n'êtes pas sûr, le mieux, c'est de ne pas y aller ou de demander au responsable sécurité ce qu'il en pense et s'il vous autorise à accéder au site. Dernière slide pour comment vous protéger. Alors ça, c'est plus dans du long terme, justement. C'est de mettre en place un PCA, donc un plan de continuité d'activité. C'est ce qu'on vit un peu tous actuellement, hein. On a dû faire une activité dans le bureau, maintenant en télétravail. C'est dans le cadre d'un PCA. Dans un premier temps, ça va être de faire un état des lieux des risques que vous avez, niveau sanitaire, socio-économique, technique, puis de repérer quelles sont les activités essentielles pour que vous puissiez maintenir l'activité. Ça peut être notamment un CRM, c'est essentiel de l'avoir, un outil de mailing, avoir comme nous, activité essentielle, c'est nos plateformes de sauvegarde et notre logiciel, forcément, mais aussi ça peut être un moyen de communication pour travailler à distance. Après, on va formuler beaucoup d'hypothèses sur tout ce qui peut se passer, tout vraiment les risques. Il faut vraiment vaut mieux être exhaustif que pas assez. Et après, élaborer des scénarios et effectuer des tests de simulation
à chaque fois de ces scénarios pour voir si vous pouvez le faire, si vous pouvez le gérer. Et en dernier conseil, c'est de tester leur opérationnalité. C'est ce que Kiwi fait actuellement avec nos tests de PCA en télétravail. On est un peu obligé de faire. Et ça va nous permettre, notamment à la fin de ce confinement, de pouvoir enrichir justement nos règles en matière de cybersécurité et de pouvoir toujours améliorer cette sécurité-là et nos pratiques. Vous avez l'entreprise SSL 247 qui fait beaucoup d'audits de sécurité, des pen tests également, qui propose gratuitement des tests pour les établissements de santé. Donc, si vous en faites partie ou si vos clients sont des établissements de santé, à cliquer après sur le lien pour en profiter. Forcément, je vais parler de sauvegarde. C'est ce que Kiwi fait et c'est pas pour rien. Il s'agit de la seule méthode fiable si vous devez récupérer vos données en cas de perte. Pour cela, on a fait plusieurs webinaires dessus. Je vais passer assez rapidement, mais on vous conseille de tester la solution en effectuant régulièrement des restaurations, de revérifier votre paramétrage de vos postes régulièrement. On change souvent de dossier. Des fois, il y a des fichiers qui n'ont plus besoin d'être backupés. Des fois, si. Donc, c'est vraiment à la charge de chacun de voir la fréquence où vous voulez revérifier ce paramétrage. Il faut choisir une solution également intelligente qui traite bien les gros fichiers pour pas utiliser votre bande passante énormément, que ça se fasse rapidement. Et également avoir une solution qui possède un taux de backup réussi supérieur à 95%. Ce serait bête d'avoir une solution de sauvegarde qui ne peut pas justement sauvegarder. Et donc, c'est notamment le cas de Kiwi d'être supérieur à 95%. On est actuellement à 99% en taux de backup réussi. Je vais finir ce webinaire sur une note un peu positive. On a beaucoup parlé de sécurité, d'exemples d'attaque, de Covid-19 qui est assez anxiogène. Heureusement, dans cette situation-là, on a quand même beaucoup d'initiatives qui sont liées à la cybersécurité. Beaucoup d'entreprises se regroupent et pas seulement pour la cybersécurité. C'est vraiment quelque chose qui est top, je trouve. Le premier lien que j'ai mis, c'est un guide qu'a réalisé le site W avec plusieurs solutions de SaaS qui proposent des accès gratuits durant cette période. C'est une initiative qui avait été notée et demandée par Cédric O, le secrétaire chargé du numérique, sachant que les entreprises n'ont pas forcément attendu l'appel du secrétaire et ont déjà commencé à mettre donc, plusieurs types de solutions et fournir leurs solutions gratuitement, notamment Doctolib avec les téléconsultations qui ont proposé ça gratuitement sur les médecins. Deuxième bonne initiative, c'est actuellement plus de 40 pays sont mobilisés contre les cyberattaques avec 360 chercheurs qui se sont réunis pour aider la cybersécurité et plus particulièrement dans le secteur médical pour éviter une grosse attaque qui pourrait avoir, je me répète toujours, mais des conséquences énormes. Et la dernière note positive, alors, on se contente de peu, mais il faut quand même le souligner, certains hackers ont décidé de faire une trêve, notamment Maze, qui ne vont plus faire d'attaques pendant la période sur les hôpitaux. Et toujours ça de prix, j'ai envie de dire. J'ai maintenant fini ma partie concernant la cybersécurité. Je vais donner la main à ma collègue Stéphanie pour vous parler un peu plus de Kiwi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler et je pourrai toujours y répondre.
Très bien, merci Loïc. Moi, juste en amont, donc avant de reprendre de prendre cette dernière partie, pardon, je voulais simplement vous demander, savoir si vous, dans votre expérience là, de ce confinement, de mise en place du télétravail, si vous avez été confronté directement ou indirectement à des problèmes de cybersécurité, savoir éventuellement comment vous avez pallié à ces problèmes. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, via le chat, à nous faire part de vos propres expériences. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu plus tard, lorsque j'aurai présenté Kiwi, notamment, pour que vous puissiez, voilà, on reprendra un petit peu les différents points ensemble, et ça vous laisse comme ça également le temps de nous faire part de vos propres expériences. Voilà. Alors, comment est-ce que Kiwi aide et donc vous accompagne dans cette période? Voilà, ce sont des points qu'il est important de relever. Donc tout simplement, on est à vos côtés. On est tous en télétravail avec nos supports professionnels. On assure donc la continuité des services, c'est-à-dire que le téléphone est disponible, les mails. On a mis en place un système de chat également sur notre site internet. Vraiment pour essayer au maximum de garder l'interactivité et puis de vraiment être disponible au maximum. Je me répète, mais c'est vraiment très très important. Voilà. Et puis surtout, un élément qui est vraiment primordial, c'est de garder le moral. Et donc, tous les matins, on fait notre réunion avec toute l'équipe. On parle de la veille. Voilà, comme vous voyez, on utilise Skype. Hier, on avait un petit thème qui était de se déguiser. Donc, voilà, on fait comme on peut dans l'urgence. Voilà, donc c'est vraiment très important. On prend des nouvelles les uns des autres assez régulièrement. On utilise les chats pour savoir comment se passe la journée. Voilà, donc c'est un élément qui est également très important, on va dire, qui fait partie il faut en tenir compte. Ça fait partie également aussi de garder une équipe qui peut être plus soudée. Voilà. Donc on va revenir. Oui, pardon. Oui, je me permets, j'ai plusieurs personnes qui témoignent dans le chat. Ah, c'est Monsieur Werner, je me permets de couper, c'est Monsieur Werner. C'est bon. Oui. Donc il y a notamment Monsieur Charles de Bolivier qui dit que cette crise, elle permettra notamment peut-être de faire prendre conscience à certains chefs d'entreprise l'importance d'avoir des solutions de sauvegarde et de sécurisation. Je suis totalement d'accord. Et il précise qu'il a eu une attaque de crypto chez un de ses clients qui a été résolue en restaurant les données de la veille avec une sauvegarde Kiwi. Okay. Pareil pour M. Dubose, qui, pareil aussi, un client qui a été attaqué avec une restauration derrière par Kiwi. Merci pour l'encouragement pour les masques. Et après, j'ai Michel Wojcika, si je prononce bien, qui me dit qu'à ce jour, il n'a pas encore eu de tentative de hacking, mais qu'il est très attentif notamment aux tentatives de phishing qui sont multipliées. Donc, merci pour vos retours. Oui, tout à fait. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de revenir voilà, sur un point plus classique, hein, entre guillemets. Bon, ce sont des slides que vous avez déjà vus, notamment par exemple la semaine dernière lors du précédent webinar. Donc voilà, c'est simplement mettre en avant comment est-ce que Kiwi répond à vos besoins dans différents domaines, tout aussi bien sur l'aspect sécurité, la simplicité, le gain de temps. Donc, comme l'a indiqué tout à l'heure Loïc, c'est vrai que le fait d'avoir une solution qui est optimisée, ça permet également de pallier à des problèmes de bande passante qui sont pas non plus, tout le monde n'est pas à la fibre, et encore moins quand on est au domicile. Donc c'est un élément qui est vraiment très important à prendre en compte parce que bien sûr, pour rappel, dans la mesure où chez Kiwi, il n'y a pas d'incidence sur le nombre de licences qui sont installées, il est tout à fait concevable d'ajouter des postes à la sauvegarde. Voilà, donc si par exemple nos partenaires nous avons quelques partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui, je les en remercie. Et je remercie pour leur témoignage. Vous avez tout à fait la possibilité de proposer à vos clients de rajouter des machines dans la sauvegarde, des machines qui ne le sont pas habituellement ou qui le seraient temporairement. Voilà, c'est un point qui est important de soulever aussi.
Donc bien sûr, Kiwi est sécurisé, les données sont hébergées en France, donc nous avons un chiffrement pendant le transfert et au cours du stockage. Et donc les sauvegardes qui sont opérées par Kiwi ne rencontrent pas de difficultés, on va dire, de problèmes, tout ce qui est cryptovirus ou bien dans la mesure où, s'il y a par exemple des données, s'il y a un client, un de vos clients, ou bien si une entreprise subit un cryptovirus, alors à ce moment-là, les données ne vont pas se propager sur l'ensemble de la plateforme. C'est entièrement sécurisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de crainte à avoir. Il faudra simplement, entre guillemets, pouvoir restaurer les données de la veille et repartir sur des données qui sont saines. Voilà. Autre réponse que l'on est en mesure de vous apporter, c'est le fait de pouvoir maîtriser votre budget. Tout simplement parce que c'est un coût qui est c'est du récurrent, donc c'est un coût qui est mensuel. Donc il n'y a pas de tarification à la licence comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de frais d'installation. Et bien sûr, tel que je l'ai indiqué dans le premier slide, c'est que vous avez également bénéficié d'un accompagnement. Donc nous, on est à votre disposition pour l'installation, pour faire des restaurations soit de données, de machines complètes. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. C'est vraiment très très important. Voilà. Donc je vais à présent vous montrer quelques slides donc de l'interface d'administration et également de l'interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur donc, qui est utilisable, enfin qui est installable tout aussi bien sur Mac que sur Windows et sur donc, Linux, par contre en ligne de commande, il n'y a pas d'interface. Interface utilisateur qui est personnalisable à vos couleurs, c'est-à-dire qu'en fait on voit ici le logo de Kiwi, mais il est tout à fait possible d'y mettre le vôtre. Que vous soyez un prestataire informatique, un éditeur ou bien même une entreprise. Voilà, si au sein de votre collectivité, de votre entreprise, de votre centre de santé, vous souhaitez personnaliser l'interface utilisateur, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc tout simplement, le paramétrage de la sauvegarde. Cette interface permet également de faire des restaurations en local. Donc voilà, et donc là, il nous montre la personnalisation justement. Donc interface qui permet également de faire des restaurations locales. Donc l'utilisateur peut parfaitement être autonome dans ses restaurations. En parallèle, donc l'administrateur dispose d'une interface d'administration qui va ensuite, qui va lui permettre tout simplement de visualiser et de surveiller des machines qui sont à jour au niveau des sauvegardes. Et par exemple, sur la partie droite de votre écran, vous voyez le tableau de bord de l'interface d'administration, avec ici chaque petit rectangle qui représente une machine, et ensuite un code couleur, tout simplement, qui a été mis en place. Et donc, toutes les machines qui sont en vert avec 0 jour, ça veut dire qu'elles sont à jour au niveau des sauvegardes. Et si par exemple, au bout d'un certain nombre de jours, il n'y a pas de sauvegarde qui se fait, la couleur va changer, va devenir un autre vert, une autre ton de vert, orange, voire rouge. Voilà. Autre possibilité également via l'interface d'administration, c'est de pouvoir gérer les dépassements des contrats. Sachant que, pour rappel, dépassement de contrat ou dépassement d'espace global ne bloque pas les sauvegardes. Les sauvegardes se font toujours. C'est-à-dire que même si ici vous avez un volume global, vous arrivez par exemple à 105%, les sauvegardes vont se poursuivre. Il n'y a absolument pas de blocage. Le quota est indiqué qu'abus informatif. Voilà, donc ça c'est un élément qui est très important. Autre information qui est importante au niveau du suivi des sauvegardes, c'est le fait d'avoir des notifications par mail, toujours avec un code couleur. Donc, on voit ici à l'écran, vert, tout va bien, les sauvegardes se sont effectuées, et rouge, la sauvegarde de la machine est en échec. Et donc, à ce moment-là, on a des informations qui nous remontent pour pouvoir regarder les logs et voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la sauvegarde ne s'est pas faite correctement? Voilà. Ensuite, je vous présente une dernière slide où là, on voit un petit peu plus en détail les contrats et les postes. Donc, par exemple, aujourd'hui, Kiwi Backup fonctionne de la façon suivante. Le partenaire, l'entreprise souscrit une volumétrie globale qui va ensuite pouvoir être découpée auprès de différents clients ou auprès de différents services. Donc concrètement, pour un partenaire, il est tout à fait possible de souscrire une volumétrie globale et d'avoir le client 1, client 2, et de pouvoir affilier à chaque fois le nombre de machines qui sont à sécuriser. Pour une entreprise, TPE, PME, centre de soins, grand compte, il est tout à fait possible d'avoir également un espace global et à l'intérieur de cet espace global, de pouvoir scinder par exemple le service communication
X machines sont enregistrées, le service commercial, X machines sont enregistrées, et ça permet éventuellement de pouvoir faire des stats, voire des refacturations, s'il y a également des refacturations entre services, voire entre sites. Là. Ça peut très bien être le site de Paris et le site de Marseille également, avec les machines qui correspondent. Là. Donc vraiment, la solution est vraiment faite pour optimiser au mieux l'utilisation des outils et bien sûr le fonctionnement de la sauvegarde et des restaurations. Voilà. Donc là, c'était quelques slides que certains d'entre vous connaissent déjà, des copies d'écran qui, bien sûr, sont utilisées très largement. Donc, je vous invite éventuellement, si vous avez des questions, à les formuler via le chat et donc on va y répondre avec Loïc. Donc, soit principalement sur la partie Kiwi ou sinon d'ordre général, on va dire, sur l'ensemble du webinaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire part de suggestions pour les prochains webinaires, éventuellement aussi de nous faire part de vos témoignages, à mesure où c'est toujours important de pouvoir communiquer dans ce sens. En effet. Alors, j'ai eu un retour de Charles de Bolivier qui me dit que l'historique, elle est très très utile, notamment dans les cabinets comptables. En effet, c'est... Oui, parce que l'historique permet notamment, effectivement, si par exemple il y a eu une attaque, les données sont impactées, de pouvoir remonter X jours en arrière pour retrouver des données qui sont saines. Également, la même personne qui nous dit que la solution elle est simple à mettre en œuvre et redoutablement efficace. Merci du retour. Ouais. C'est direct de l'île de la Réunion. Très bien. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou si nous n'avons pas d'autres témoignages, je vous propose de clore ce webinaire. Voilà, donc je voulais simplement vous rappeler de faire très attention à vous, bien sûr, priorité, et également vos clients. N'hésitez pas à vos clients, à vos collaborateurs. Prenez tous soin de vous. Profitez quand même de ces quelques jours pour les fêtes de Pâques. Ça n'empêche pas un petit peu de se vider la tête et de profiter de ses proches les plus proches, on va dire, entre guillemets, de prendre des nouvelles également au niveau personnel via les outils notamment qu'on a évoqués, mais bon, ça je vous l'apprends pas. Voilà. Voilà, donc nous, pour notre part, donc Kiwi, nous serons fermés demain, dans la mesure en Alsace, le vendredi saint est un jour férié. Donc vous pouvez utiliser les adresses spécifiques contact ou support et nous vous répondrons dès que nous serons de retour. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit, on est encore disponible aujourd'hui et ensuite on vous retrouve dès mardi. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.